On va se poser une question simple. Comment l'une des personnalités les plus scrutées au monde peut-elle rester aussi constante, si prévisible même, au fil des décennies? C'est vraiment l'énigme au cœur de notre analyse aujourd'hui. La source qu'on décortique propose une sorte de clé de lecture, un cadre pour décoder un système qui, une fois qu'on l'a compris, rendrait ses actions presque automatiques. Et voilà, cette phrase qu'il voit sans doute comme un signe de force, c'est en réalité le point de départ de toute l'analyse. L'hypothèse de la source est assez radicale. Son développement émotionnel se serait tout simplement figé très tôt. Ça a créé un système psychologique qui, lui, ne change pas. Et c'est ça qui le rendrait si cohérent et donc si prévisible dans ses réactions. Alors, pour comprendre ce système, l'auteur de notre source ne se base pas sur des opinions, mais propose une méthode très structurée. C'est un cadre pensé pour passer des faits observables aux prédictions de la manière la plus logique possible. Bon, décomposons un peu ça. La source compare ce cadre à un gâteau. La première couche, la base, ce sont les preuves. 70 ans de documents, d'interviews, de dossiers, tout ce qui est factuel. La deuxième couche, ce sont les mécanismes psychologiques qui expliquent le pourquoi de ces réactions. La troisième, c'est le fait de repérer les schémas, les choses qui se répètent tout le temps. Et enfin, la quatrième, c'est la prédiction. Un gâteau, nous dit la source, où le traumatisme remplacerait le glaçage et les codes nucléaires, eh bien, il remplacerait les bougies. D'accord, mais un système pareil, ça vient d'où? Pour le comprendre, il faut revenir à l'origine, à ce que la source appelle son code source. Et d'après cette analyse, tout commence avec des blessures profondes, des blessures d'enfance. L'ambiance à la maison est décrite comme matériellement opulente, oui, mais émotionnellement, c'était un désert. Un endroit où tout était transactionnel, où il fallait performer. L'amour n'était pas un acquis, c'était une récompense. Une récompense conditionnée au succès, et un succès défini par une seule personne, le père. Trois blessures principales sont mises en avant comme étant le fondement de tout. D'abord, l'absence de sa mère à un moment clé, vers 2 ans et demi. Ensuite, la cruauté d'un père qui valorisait la dureté avant tout. Et enfin, le fait d'avoir vu son propre frère, Freddy, celui qui ne rentrait pas dans le moule, se faire littéralement briser par ce même système. L'analyse de la source va même jusqu'à quantifier ces blessures avec un chiffre, 6. C'est son score estimé sur l'échelle des expériences négatives durant l'enfance, ou ACEs. C'est un outil clinique, bien réel, utilisé pour mesurer l'impact des traumatismes de l'enfance. Et pourquoi ce chiffre de 6 est si important? Eh bien parce qu'un score de 6 ou plus, c'est considéré comme cliniquement très significatif. Des chercheurs comme Jane Ellen Stevens ont montré que c'est lié à une augmentation spectaculaire des risques de problèmes de santé plus tard, et même à une espérance de vie réduite de 20 ans en moyenne. Ça donne une idée de l'ampleur de l'impact supposé. Ce code source, traumatique, aurait ensuite été affiné et pour ainsi dire transformé en arme par deux influences extérieures majeures. Ce sont elles qui lui auraient fourni un jeu de règles très clair pour naviguer dans le monde. Le contraste est vraiment saisissant. À la maison, c'était le chaos émotionnel, des règles totalement arbitraires, et puis son père l'envoie à l'académie militaire, un environnement d'une brutalité, mais d'une brutalité claire, lisible. Et c'est là, dans cette structure où la domination était la seule règle, qu'il a enfin pu s'épanouir. Et puis, il y a la deuxième influence clé, sa rencontre avec Roy Cohn. Cet avocat, célèbre pour son absence totale de scrupules, lui a transmis une philosophie simple, brutale et terriblement efficace pour affronter le monde. Ces 5 règles sont devenues les piliers de son mode de fonctionnement pour les 50 années qui ont suivi. Règle numéro 1, ne jamais se défendre, toujours contre-attaquer. 2, nier la réalité, même face à l'évidence. 3, toujours déclarer la victoire, même en cas de défaite. 4, utiliser la peur comme un levier. Et 5, exiger une loyauté totale, mais à sens unique. Bon, maintenant qu'on a assemblé toutes les pièces du puzzle, voyons comment cette machine tourne au quotidien. Comment ce système se manifeste de manière prévisible, surtout dans ses relations avec les autres. Pour ça, il faut comprendre un concept clinique essentiel, le clivage. C'est un mécanisme de défense où le monde est vu en noir et blanc. Zéro nuance. Les gens sont soit des génies, des alliés ultimes, soit des ennemis mortels à détruire. Il n'y a absolument rien entre les deux. Et ce tableau, il illustre parfaitement le mécanisme. Regardez les exemples, c'est flagrant. Michael Cohen passe de meilleur à rat, Jeff Sessions d'excellent à honte, James Mattis de formidable à surévalué. Le schéma est toujours le même, une idéalisation totale tant que la personne est jugée utile et loyale, suivie d'une dévaluation brutale et publique à la seconde où elle dévie. L'analyse de la source va jusqu'à parler d'un algorithme de la vengeance qui suivrait 3 règles très simples. 1. Ne jamais laisser une attaque sans réponse. 2. La riposte doit être démesurée. Le but, c'est d'anéantir l'adversaire. Et 3. La vengeance n'a pas de date de péremption.
Ça peut attendre des années, des décennies même. L'offense est enregistrée et la dette, d'après l'auteur, sera toujours payée. Alors, qu'est-ce que tout ça nous dit sur l'avenir? Si on part du principe que ce système d'exploitation est immuable, à quoi peut-on s'attendre? Qu'est-ce qu'il va produire? La thèse centrale défendue par la source est sans appel. Espérer un changement, une modération, une quelconque évolution serait futile. D'après cette analyse, les schémas sont gravés dans le marbre. Le système est permanent et il fonctionnera toujours exactement de la même manière. Et cette évaluation, qui vient de sa propre nièce, qui est psychologue, renforce cette idée d'un personnage complètement figé. Elle dit en substance que l'homme d'aujourd'hui est le même que l'enfant de 3 ans, avec la même incapacité à gérer ses émotions ou à intégrer de nouvelles informations. Donc, sur la base de ce système, la source avance plusieurs prédictions très claires. D'abord, une rétribution systématique contre tous ceux qui sont perçus comme des ennemis. Ensuite, un gouvernement où la loyauté personnelle passerait avant n'importe quelle compétence. Troisièmement, un affaiblissement délibéré des institutions qui sont vues comme des contre-pouvoirs. Et enfin, une politique étrangère où les alliances ne seraient plus d'une question d'intérêt national, mais de transactions personnelles basées sur la flatterie. Et l'analyse se termine sur cette question. Une question assez provocatrice qui nous laisse méditer sur les enjeux ultimes de ce portrait psychologique. C'est le point final de la source. Si les schémas sont fixes et que les enjeux sont absolus, que se passe-t-il quand la psychologie d'un seul homme rencontre le pouvoir ultime? La question reste ouverte.